Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série, un numéro d'Histoire en série où on part aujourd'hui pour l'Antiquité avec deux spécialistes de l'Antiquité, deux jeunes spécialistes. La première, c'est Gaëlle Perrault. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Alors Gaëlle, vous êtes doctorante en histoire romaine à Lyon 3, au laboratoire ISOMA, et à terre en histoire ancienne à Aix-Marseille Université, au centre Camille Juillan. Dans le cadre de votre thèse, vous travaillez sur les interactions entre civils et militaires autour des camps militaires de Germanie sous le Haut-Empire. Quant à vous, Fabien Bièvre-Perrin, bonjour. Bonjour. Alors Fabien, vous êtes actuellement postdoctorant au centre Jean Bérard de Naples. Vous avez la chance d'enregistrer cette émission depuis là-bas. Vous travaillez là-bas dans le cadre d'un financement européen Marie Curie sur un projet qui s'appelle Féminicon, qui est sur l'iconographie féminine en Grande Grèce de la période archaïque à la conquête romaine au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc après avoir soutenu votre thèse d'archéologie grecque en 2015 sur les monuments funéraires en Italie du Sud, vous avez débuté vos recherches sur la présence de l'Antiquité dans la culture populaire sur votre site internet Antiquipop qu'on recommande. Les liens sont sur la page de l'émission. Et puis, dans le cadre d'un contrat postdoctoral au LabEx Med à Aix-en-Provence sur les usages de l'Antiquité grecque dans la politique locale et nationale italienne. Et puis, nouveauté, à la rentrée prochaine, vous avez été recruté maître de conférence en réception de l'Antiquité à l'Université de Lorraine. Tous les deux, Fabien et Gaëlle, vous travaillez ensemble sur des sujets de réception de l'Antiquité dans la culture contemporaine et dirigez avec Vincent Chollier la revue en open access, là aussi les liens sont sur le site, qui s'appelle Frontières, dont le numéro 5 apparaîtra en décembre, questionnera la binarité du genre dans l'Antiquité et le Moyen-Âge. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui tous les deux pour une série sur l'Antiquité, une série américaine très connue. Fabien, vous pourriez nous la présenter, c'est Spartacus. Oui, alors aujourd'hui, effectivement, nous allons parler de la série américaine Spartacus, dont les 4 saisons ont été diffusées sur la chaîne Starz du 22 janvier 2010 au 12 avril 2013. Donc, on a déjà affaire à une série qui a vieilli, disons. C'est une série qui a été créée par Steven DeKnight, que certains connaissent notamment en raison de son implication dans les séries Buffy contre les vampires, Angel et Smallville. Et plus récemment, il a développé la série Jupiter's Legacy, qu'on peut regarder sur Netflix. Nous n'avons pas spécialement affaire donc à un spécialiste de la série historique, mais vraiment à un créateur qui est focalisé sur le divertissement et plutôt sur des aspects fantastiques en général. Alors on peut se demander pourquoi soudainement en 2010, il s'était lancé dans une série qui était consacrée à un personnage historique, auquel avaient déjà été consacrés plusieurs films, notamment celui de Stanley Kubrick en 1960 avec Kirk Douglas. Et donc il est intéressant de replacer la série dans le contexte des productions un peu péplumesques, disons, du début du XXIe siècle. Donc, pour ne citer que les plus grands succès, il faut rappeler l'immense popularité du film Gladiator de Ridley Scott, qui est sorti en 2000, la série Xena la guerrière, qui a pris fin en juin 2001, le premier film 300, qui est adapté du roman graphique de Frank Miller par Zack Snyder en 2006, ou encore évidemment la série Rome, diffusée sur HBO, la BBC et la Rai de 2005 à 2007. Dans un autre genre, on peut évoquer aussi La Passion du Christ de Mel Gibson, qui est sorti en 2004. En 2010, donc, Spartacus vient s'inscrire dans une certaine continuité qui est bien assumée par le créateur de la série, puisque l'on identifie des références scénaristiques et esthétiques aux productions que je viens de citer, voire des clins d'œil assez directs. Les renvois les plus évidents sont d'une part la présence de l'actrice culte Lucy Lawless, qui troque les tenues en cuir et les épées de Xena pour les riches étoffes et les intrigues de Lucretia, l'épouse du propriétaire de Spartacus. D'autre part, on retrouve en partie l'esthétique très particulière de 300, avec ses contrastes très forts, ses fontaines de sang et ses ralentis outranciers, ou encore sa bande-son, qui combine des trompettes de péplum un peu et de la musique métal, notamment justement sur les scènes au ralenti. Enfin, Gladiator semble avoir constitué une inspiration aussi bien du point de vue du casting, du scénario que de la mise en scène. On va revenir dessus à plusieurs reprises.
Et il est frappant de voir que les similitudes entre les deux productions sont très nombreuses. Dans les deux cas, on a affaire à un homme qui est d'abord libre, qui est considéré comme un grand guerrier, mais qui n'aime pas la violence elle-même, et qui se trouve réduit donc en esclavage et séparé de sa famille. Donc ils vont tous les deux embrasser la carrière de gladiateur avant tout par vengeance personnelle, mais leur combat et leur ascension progressive dans le ludus va les mener à prendre part à chaque fois à un projet un peu plus vaste et on pourrait dire presque humaniste. Donc d'un côté avec Gladiator, c'était le retour de la République et d'autre part avec Spartacus, c'est la libération des esclaves et donc une certaine idée de ce qu'est l'humain. La différence principale, et qui est particulièrement notable, c'est l'identité du héros. Puisque d'un côté, on a Maximus, qui est un grand militaire romain, qui a combattu les barbares, et de l'autre côté, on a Spartacus, dont on ignore le nom d'origine, qui est un thrace, et qui lui a combattu avec les Romains avant d'être trahi. Donc Gladiator est lui-même, il faut le rappeler, inspiré de La chute de l'Empire romain d'Anthony Mann, qui est un film de 1964, et du Spartacus de Stanley Kubrick de 1960. Donc, il est aussi logique qu'on retrouve évidemment des échos d'une production à l'autre, puisque tous ces films s'inspirent les uns les autres de production en production. Les gladiateurs, ce sont des figures fréquentes, voire inévitables, de tous les films et de toutes les séries historiques que j'ai évoquées, qui se déroulent dans l'Antiquité romaine des années 2000. C'est une popularité du gladiateur dans la sphère audiovisuelle qui se constate aussi dans la publicité, puisque l'une des vidéos promotionnelles les plus connues du groupe Pepsi voit ainsi en 2004 des gladiatrices incarnées par Beyoncé, Pink et Britney Spears s'affronter devant l'empereur Enrique Iglesias dans un colisée en folie. Donc, ce que l'on retrouve à chaque fois dans toutes ces productions, c'est, et quelle que soit la volonté de fiabilité et de réalisme historique, ce sont les jupettes en cuir des gladiateurs. C'est vraiment la constante. Les autres accessoires des gladiateurs, notamment leurs casques, sont également omniprésents, évidemment, mais souvent, ils sont délaissés lors des combats afin que les spectateurs puissent profiter de la plastique en général avantageuse des acteurs et des actrices couverts d'huile et de poussière. Ça aussi, on va revenir dessus. Donc, pour cet épisode d'Histoire en série, on a choisi de s'intéresser à la première saison de Spartacus, dans laquelle Spartacus lui-même est joué par l'acteur Andy Whitfield, puisque en raison d'un cancer qu'il emporte en 2011, elle a été remplacée ensuite, à partir de la saison 2, par Liam McIntyre. Et donc, tout au fil de ce podcast, on fera écho, on fera référence aux autres productions que j'ai citées ci-avant, puisqu'on a affaire vraiment à un contexte dans lequel Spartacus s'inscrit, aussi bien en termes de scénario, comme je vous le disais, que de références parfois vraiment à la culture populaire elle-même. Justement, Fabien, ce qui serait intéressant maintenant, avant de rentrer dans les détails et que Gaël nous fasse le résumé en lui-même de cette série, de la saison 1 en particulier, est-ce que vous pourriez nous présenter peut-être le vocabulaire que vous avez l'habitude de manipuler avec Gaël, mais qui n'est peut-être pas un vocabulaire familier pour tous les auditeurs et auditrices, ce vocabulaire que vous allez reprendre tout au long de cette émission, qui fait référence directement, vous avez déjà parlé du Ludus par exemple, qui fait référence directe à l'Antiquité et puis à ce métier de gladiateur. Alors, en effet, on va préciser tout de suite le sens d'un certain nombre de mots qu'on va utiliser parce que plutôt que faire des périphrases et des métaphores, on va essayer d'utiliser le vocabulaire antique et aussi le vocabulaire utilisé dans la série même, puisque c'est une série qui utilise beaucoup le vocabulaire antique, donc ça aussi c'est intéressant. Donc voilà, la série se déroule principalement dans un ludus de Capoue. Donc un ludus, dans ce sens-ci, c'est une caserne de gladiateurs, littéralement une école de gladiateurs, ludus gladiatorius. Dans la série, ce ludus est mitoyen avec la villa de son propriétaire, Batiatus. Batiatus joue le rôle du lanista, ou laniste en français, qui est un marchand, un entraîneur et un propriétaire de gladiateurs. Il est donc aussi leur dominus. Il est accompagné au quotidien par son épouse, la domina, qui est donc la maîtresse de maison, et qui est donc jouée par Lucy Lawless. Batiatus, on le voit bien dans la série, c'est une assistance là-dessus, délègue la formation des combattants à un doctor, c'est un instructeur ou un maître d'armes. Et dans la série, on voit qu'il s'agit d'un esclave dont la carrière de gladiateur s'est achevée par une défaite non fatale dans l'arène face à un gladiateur réputé invincible et qu'évidemment on va recroiser au cours du scénario. Dans l'Antiquité romaine, les gladiateurs, littéralement donc les combattants à l'épée, sont des combattants professionnels qui s'affrontent dans des combats parfois à mort, selon des codes qui sont bien établis dans des arènes et dans les amphithéâtres, donc par exemple le Colisée, l'amphithéâtre Flavien à Rome. Les combats de gladiature
qu'on appelle les munera, étaient au départ funéraires, mais au 1er siècle avant Jésus-Christ, ce sont des spectacles, à ne pas confondre avec les jeux scéniques, athlétiques et hippiques, qui sont donnés par les magistrats pour la population urbaine, notamment en période électorale. Donc, ils sont très populaires et la plupart des gladiateurs de la période républicaine sont des esclaves, dont une partie vient des conquêtes militaires de Rome, comme Spartacus, et la plupart de ses collègues dans la série. À Rome, pour maintenant expliquer un peu le statut de ces gladiateurs qui sont des esclaves, à Rome, un esclave est considéré comme un bien sur lequel son maître a droit de vie et de mort. Il peut cependant avoir quelques droits et avoir la possibilité de rassembler ce qu'on appelle un pécule, soit une somme d'argent pour acheter sa liberté, ce qui va motiver plusieurs gladiateurs dans la série qui, évidemment, ont pour objectif de quitter le ludus. Son propriétaire peut aussi décider de l'affranchir, c'est-à-dire de le rendre libre. Et dans la série, on voit plusieurs types d'esclaves. Il y a donc les gladiateurs et leurs instructeurs, mais aussi des esclaves qui travaillent dans la villa, notamment des femmes, qui servent également pour la plupart d'esclaves sexuels à leur maître. Et le sort de ces esclaves et leur statut est fort différent de celui d'autres esclaves, notamment ceux qui travaillent dans les mines, que l'on découvre, par exemple, dans la saison 2 de Spartacus. Donc voilà un peu pour le vocabulaire qu'on va beaucoup utiliser, et puis surtout, c'était une façon de fixer un peu le vocabulaire antique quand on va parler de gladiateurs et surtout d'esclaves, pour que tout soit bien clair quand on va aborder donc, ces sujets sous l'angle de la virilité, notamment. Effectivement, Fabien, vous avez tout à fait raison. Ça permet de poser aussi des jalons, hein, tous ces rappels-là, de voir ce qu'était vraiment le quotidien des gladiateurs, et on y reviendra au fur et à mesure. Mais avant tout ça, Gaël, je voulais peut-être que vous nous fassiez une sorte de résumé de ce qui se passe au niveau scénaristique dans Spartacus. Alors, avant de commencer par l'aspect scénaristique, il faut peut-être faire un résumé très rapide de la révolte de Spartacus en elle-même, puisque les 2 premières saisons de la série, enfin la première et son prequel, la saison 2, la mini-saison, sont centrées sur la révolte, non sur la révolte servile elle-même, mais sur les origines de la révolte. On voit véritablement Spartacus au ludus fomenter sa révolte. Et c'est la raison pour laquelle les scénaristes de la série vont s'appuyer surtout sur leur imagination, sur l'imaginaire de notre culture actuelle, et assez peu sur la documentation littéraire. Alors, pour aller très très vite sur cette documentation, puisque les sources littéraires sont les sources principales de documentation, d'information pour cette période, ou du moins pour cet événement, ces sources littéraires, il n'y en a qu'une seule qui est véritablement contemporaine des événements, c'est Salluste. Et puis, nous avons des auteurs un petit peu plus tardifs, voire beaucoup plus tardifs, comme Tite-Live, Florus, Plutarque, qui est notre source principale à travers la fameuse vie de Crassus, et puis Appien, et un auteur tardif et chrétien, Orose, qui a sans doute un petit peu coloré d'une forme de lecture chrétienne les événements, et cela n'est pas sans intérêt, non seulement dans notre imaginaire actuel, mais dans la série elle-même. Alors, la révolte en elle-même, elle fait partie d'une série de guerres serviles, de plusieurs guerres serviles qui ont eu lieu à la fin de la République romaine, dans les 2 derniers siècles de la République romaine, notamment en Sicile et en Italie. Celle de Spartacus, qui est grosso modo la 3e guerre servile, va se dérouler entre 73 et 71 avant Jésus-Christ. Ce sont des révoltes, ces guerres serviles, qu'on connaît assez mal, on connaît très mal leur motivation, et nous le reverrons un peu plus tard, elles le sont très probablement assez peu libertaires, contrairement à ce qu'on a longtemps pu penser. Alors, on sait que ces révoltes prennent place dans un contexte de très profonde mutation à Rome, sur de nombreux plans, sur les plans économiques, militaires, social. C'est une période qui est surtout, ce qui nous intéresse nous pour la série, marquée par l'apport notable d'une main-d'œuvre servile étrangère, qui va notamment être acquise durant les guerres puniques. Et puis les interventions romaines qui sont faites dans l'espace adriatique et dans l'espace égéen, notamment les guerres mithriatiques. Alors, Spartacus, lui, est un jeune soldat thrace. Il est vraisemblablement jeune, et c'est ce que la série tente de nous montrer. Il a peut-être servi dans les armées romaines. Les auteurs ne sont pas d'accord sur ces versions-là. Il est possible même qu'il rajoute beaucoup à son CV pour le faire et lui faire correspondre à certains lieux communs sur les traces. Et s'il a servi dans les armées romaines, il a peut-être plutôt servi dans les forces auxiliaires, donc ces fameuses forces supplétives d'hommes libres qui étaient apportées par traité aux Romains par des peuples vaincus. Il a peut-être aussi servi dans la Légion, du moins certains auteurs le disent, mais c'est peut-être un peu moins probable. Alors, s'il a servi dans l'armée, probablement déserté,
Et c'est la raison pour laquelle il est ensuite capturé et amené à Capoue, où il est vendu à un laniste du nom de Lentulus Batiatus, qui est le fameux Batiatus de la série, le maître de Spartacus et donc le propriétaire du Ludus. Dans ce Ludus, donc, Spartacus prend la tête d'une petite troupe d'une cinquantaine de gladiateurs environ et s'enfuit de sa caserne pour justement, alors on ne sait pas trop, peut-être mener une révolte dès le départ ou rejoindre son pays natal. En tout cas, les 2 premières saisons décrivent ces événements et se concentrent donc sur la vie de Spartacus dans la caserne. La suite des événements, ce sont les autres saisons de la série qui les racontent. Donc nous, ça ne va pas véritablement nous intéresser ici puisqu'on va se concentrer sur la représentation de la virilité à travers la figure du gladiateur notamment. Mais on peut quand même essayer de les résumer très brièvement parce que même si c'est une révolte assez connue, on en comprend mal généralement le déroulé. Alors, Spartacus, on sait, va vaincre les légions, va vaincre l'armée romaine à plusieurs reprises, notamment au cours de la bataille du mont Vésuve ou sur les pentes du Vésuve, et il va vaincre à ce moment-là un personnage important dans la série, qui est le préteur Caius Claudius Glaber. Alors, dans la série, Glaber n'apparaît pas à ce moment-ci, c'est-à-dire au moment de la bataille, mais bien avant, puisque la série nous le présente comme le légat qui va faire capturer Spartacus. C'est la raison pour laquelle nous, on va l'appeler légat tout au long de cette intervention et que les Spartiates l'appellent, les Spartiates, lapsus, assez révélateur, les Spartacus et ses hommes vont l'appeler le légat. C'est un général de l'armée dans la série qui est à l'origine de la capture de Spartacus, mais qui, dans les sources littéraires, apparaît bien plus tard au moment de cette bataille. Et c'est le premier grand général vaincu par les hommes de Spartacus. Ensuite, donc, les rangs de cette petite armée vont grossir. Ils vont être rejoints par des esclaves agricoles, des esclaves en fuite, donc des esclaves domestiques, de petits propriétaires désargentés, pour atteindre peut-être une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Spartacus va ensuite vaincre l'armée romaine à nouveau dans le Picenum, donc dans le nord-est de la péninsule italique, et on ne sait pas véritablement pourquoi, il y a débat sur cette question. Il va tenter ensuite de rejoindre la Sicile, de retourner par le sud, peut-être poussé par l'armée. Et il va atterrir en Lucanie, où il va rencontrer le très fameux triumvir Crassus, qui cette fois-ci a 6 légions à ses côtés pour combattre la révolte servile. Donc Spartacus meurt au combat en 71 avant Jésus-Christ, et la victoire de Crassus, on le sait souvent, est en partie volée par Pompée, qui est à ce moment-là de retour de son fameux périple oriental, où il a notamment rencontré Mithridate. Et c'est Pompée qui va écraser les derniers insurgés en Étrurie, et qui va faire crucifier 6000 prisonniers environ le long de la Via Appia entre Rome et Capoue. Alors c'est un épisode très important, ce crucifiement est très important dans la pop culture parce que symboliquement il nous a marqué et on le retrouve dans plusieurs séries, représenté dans plusieurs séries, notamment dans Game of Thrones, puisque Daenerys, elle, fait crucifier non pas des esclaves mais des maîtres d'esclaves de manière très symbolique dans la série. Alors, je vais laisser Fabien nous raconter maintenant les épisodes historiques, mais du point de vue des scénaristes. Alors voilà, parce qu'effectivement, dans la première saison, comme Gaël l'a rappelé tout à l'heure, on a affaire vraiment à l'imagination des scénaristes, puisqu'ils sont obligés de créer un peu le contexte. On n'a pas assez de sources là-dessus. Donc, les scénaristes se sont inspirés de ce qu'ils savaient, mais ont créé un certain nombre de choses. Donc, c'est pas inintéressant de voir comment ils ont envisagé donc les débuts, les prémices de la révolte. Donc, la première saison, elle commence en 75 avant Jésus-Christ, durant la guerre que mène Rome donc, contre les Gètes. Et donc, on commence tout de suite à suivre un soldat thrace qui travaille comme auxiliaire sous le commandement du légat militaire Glaber. Donc, jusque-là, ça colle plus ou moins aux sources. Suite à ce qu'il considère comme une trahison de la part du légat, le soldat thrace va lancer une mutinerie qui va s'achever dans le sang et les Romains reviennent dans le village pour tuer toute sa famille, ses compagnons. Mais le Thrace arrive à sauver sa femme, qui s'appelle Sura, avant d'être rattrapé par les soldats romains. Pour se venger, Glaber va séparer le couple. Le guerrier est condamné à mourir dans l'arène, donc il va être emmené en Italie, tandis que son épouse est vendue comme esclave. Et on ne sait pas vraiment ce qu'elle advient d'elle pendant une bonne partie de la série. Seulement, Spartacus, évidemment, arrivé dans l'arène, va trouver la force de se battre, notamment vraiment toujours dans l'idée qu'il va
subsister jusqu'à la moitié de la saison pour pouvoir récupérer son épouse et la sauver de l'esclavage. Donc, il survit à l'exécution dans l'arène et il devient un gladiateur et tout de suite, il va recevoir les applaudissements de la foule et il va commencer à être un personnage un peu embarrassant pour Glaber, qui ne peut donc pas le faire assassiner puisqu'il a déjà gagné en popularité. Et il va y avoir beaucoup d'allers-retours comme ça dans la série, Spartacus populaire, puis il n'est plus populaire, etc. Mais toujours, c'est un peu un caillou dans la chaussure de Glaber qui aurait voulu s'en débarrasser plus rapidement. Le Thrace, après son premier combat dans l'arène, donc va être acheté par le Lanista Batiatus, qui est le propriétaire d'un ludus à Capoue. Donc, pour vous situer rapidement, Capoue, on est au nord de Naples, on est dans une ville déjà importante de la région. Et on y connaît notamment, évidemment, l'amphithéâtre. Spartacus, donc, pour l'instant, qui ne s'appelle pas encore Spartacus, donc le Thrace, disons, échappe donc à la mort et il va être formé au combat par son nouveau maître sous un nouveau nom. Et donc, Spartacus, c'est Batiatus, son propriétaire, qui va le baptiser ainsi. Et en fait, on n'entend jamais le véritable nom de Spartacus. Une sorte d'icône sans nom, avec juste ce nom d'esclave, dont il va avoir du mal à se défaire finalement. D'abord accueilli comme un paria par les autres gladiateurs, qui ne voient pas du tout d'un bon œil l'arrivée de ce personnage dans le ludus, Spartacus va monter peu à peu dans la hiérarchie, il va gagner rapidement en popularité auprès du public, malgré des hauts et des bas, comme je disais. Et durant toute la première moitié de la saison, son maître va le motiver en faisant rechercher son épouse. C'est comme ça qu'il le motive. Si jamais il survit, si jamais il fait gagner de l'argent à son propriétaire, il retrouvera son épouse. Dans la seconde moitié de la première saison, après que Spartacus ait donc finalement vu mourir sa femme dans ses bras, il embrasse plus volontiers le rôle de gladiateur et de héros de Capoue, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est son maître lui-même qui est la cause du décès de Sura et qu'il veuille donc se venger à nouveau et l'assassiner, ce qui mène dans le dernier épisode au début de la révolte des gladiateurs, et donc on rentre vraiment dans ce que les textes historiques nous racontent. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont brodées, on construit vraiment un personnage, l'histoire d'amour est très importante, et tout ça, évidemment, c'est à chaque fois l'occasion surtout de montrer des combats de gladiateurs, parce que finalement, ce que je vous décrivais au début, comment Spartacus devient esclave, c'est expédié vraiment assez rapidement pour qu'on soit dans l'arène et dans le ludus. Les intrigues donc entre gladiateurs et les combats dans l'arène sont intimement liées aux manœuvres du Lanista et de son épouse qui vont chercher par tous les moyens à s'élever dans la société de Capoue, donc, afin de pouvoir ensuite poursuivre notamment une carrière à Rome. Et ce sont des plans qui impliquent notamment le légat Glaber et son épouse qui, eux, cherchent à faire disparaître Spartacus. Donc, ce qui fait tout le sel de la série, c'est d'une part le scénario autour de Spartacus, mis en parallèle avec la volonté d'ascension de son propriétaire. Donc, Spartacus est l'instrument de cette ascension, mais évidemment, ça pose des petits problèmes diplomatiques avec le légat Glaber et son épouse qui vient très fréquemment au ludus puisqu'elle est amie, du moins au début, avec la propriétaire. Voilà. Donc tout ça, ça donne le cadre à toutes ces scènes de combat et d'exhibition un peu du corps du gladiateur qu'on va commenter à présent avec Gaël justement sur la façon dont la virilité et les corps des gladiateurs et d'autres Romains sont représentés dans Spartacus. Et donc je me permets juste de rappeler une dernière fois que vraiment on a quelque chose qui est assez symptomatique qui s'est construit tout au long des années 2000, depuis Gladiator jusqu'à la fin de la série Spartacus. Alors effectivement, Fabien, ce que vous dites est très très intéressant et je vais maintenant interroger Gaël sur ce côté-là, sur la vision qu'on a, une vision actuelle des corps, comme vous l'a dit Fabien, qu'on a pu le voir dans les films et comme on le voit dans cette série-là. En particulier, peut-être pour commencer, Gaël, comment est montré dans cette série les corps virils? Comment est-ce qu'ils sont montrés? Et particulièrement ceux qui sont les plus emblématiques de la virilité, vous l'avez dit Fabien, les gladiateurs, mais aussi ceux, par exemple, qui sont en haut de la société, les généraux. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Gaël? Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles de virilité qui sont représentés dans la série. On a des modèles et des contre-modèles qui correspondent plus ou moins au modèle du monde romain lui-même.
Alors, le premier modèle de virilité, vous l'avez très bien dit, Nicolas, c'est le modèle du général. En fait, c'est le modèle du citoyen soldat dans le monde romain qui est un modèle absolu et qui est incarné dans la série à travers quelques légionnaires. Alors évidemment, on en voit beaucoup plus pour les saisons qui suivent, mais dans les 2 premières saisons, on voit quelques légionnaires et on voit surtout un général qui est mis en avant justement pour sa représentation assez canonique de la virilité romaine. Alors ce général, j'en ai parlé tout à l'heure et Fabien en a reparlé, c'est le fameux Glaber qui est représenté ici en tant que légat. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que Glaber, sous certains aspects, surtout sur le plan extérieur, au niveau de son apparence physique, il est en adéquation avec les critères de beauté masculine à la fois du monde contemporain et du monde romain. On va le revoir plus tard, par contre, sur le plan moral, il est en failli à la fois dans le monde romain et dans la série, puisque dans le monde romain, c'est un général vaincu, ce fameux Glaber, et dans la série, on va le voir, c'est une représentation d'un anti-modèle de virilité et d'un homme justement torturé par la puissance qui est exercée à son encontre. Alors, cette beauté masculine, ce corps viril par excellence incarné par le général, c'est une beauté de l'ordre de la dignitas, de la dignité pour traduire simplement. C'est un corps qui est en juste maintien, qui s'entretient, qui entretient sa force physique, notamment au soleil des champs ou sur le champ de bataille, et qui donc conserve un teint très légèrement hâlé et huilé, ce qu'on voit très bien dans l'esthétique des péplums. C'est une beauté qui est entretenue par la raison. Elle ne doit jamais aller jusqu'à l'excès. C'est-à-dire qu'un citoyen honorable, par exemple, se doit de sentir la sueur, puisqu'il exerce son corps, mais jamais trop. Il peut sentir le sable de la palestre, voire l'odeur de la guerre, éventuellement, le sang, la terre, mais rien d'autre. Pas de parfum en excès, pas d'odeur étrange et orientale ou efféminée, ce dont on parlera tout à l'heure. Son corps et ses vêtements, donc, doivent être entretenus, ils doivent être propres. Il doit veiller à la taille minutieuse de ses cheveux, de sa barbe, de ses ongles. Il doit couper les poils disgracieux, disgracieux évidemment, dans le sens des Romains, c'est-à-dire notamment dans les narines. Il doit entretenir son armure et ses armes. Ces dernières doivent être brillantes et surtout, il doit entretenir son armure et ses armes tout seul, non pas avec l'aide d'un esclave, mais par ses propres moyens, parce que tout cela permet d'entretenir sa discipline et son efficacité au combat. D'ailleurs, la brillance des armes, l'éclat des armes, même si parfois il prête à sourire, je pense par exemple à la comédie romaine, est quelque chose qui est cité par les auteurs anciens comme véritablement quelque chose qui pouvait participer de la stratégie martiale, d'intimidation de l'ennemi, voire même d'aveuglement de l'ennemi. Alors le gladiateur, lui, ce qui est intéressant, c'est que dans la série, il est l'incarnation par excellence de la virilité romaine, mais dans la société romaine, il a une image beaucoup plus ambiguë. C'est un personnage qui, parfois, à bien des égards, est plutôt un anti-modèle de virilité parce qu'il est trop viril, c'est-à-dire qu'il est dans la virilité exacerbée, sauvage, non tempérée. C'est un personnage qu'on dépeint volontiers comme grossier, violent, évidemment servile, qui est juridiquement et socialement frappé d'infamie. Le gladiateur, il doit susciter le dégoût au départ et le mépris. Mais on se rend compte aussi qu'il suscite, et ce que la série montre bien, beaucoup de compassion pour son sort. On le voit dans la littérature romaine. Parfois même du respect pour sa maîtrise de l'escrime et pour son courage. Et puis, on le sait très bien, et la série le représente très bien, le gladiateur suscite aussi beaucoup de passion pour ses victoires. Et c'est un aspect qui est très intéressant parce qu'il est très bien représenté dans la série, par les foules en délire, par toutes les représentations figurées, les peintures que l'on voit des gladiateurs et tous les objets dérivés. On voit à un moment un jeune sénateur qui achète les armes de Spartacus après sa grande victoire pour pouvoir s'entraîner comme lui. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, puisque ce sont de véritables petites vedettes, de grandes vedettes même sportives. Le gladiateur, c'est dans la littérature, dans le monde romain, c'est un sujet à fantasme. C'est d'abord, on le sait, un modèle esthétique, par exemple pour l'empereur Commode. On le voit très bien dans le très célèbre buste de l'empereur en Hercule, qui est au musée Capitolin, qui reprend quand même l'esthétique du combattant et peut-être même des gladiateurs de son époque. Et puis, je l'ai dit, le gladiateur est un objet de fantasme pour les hommes comme pour les femmes, et c'est quelque chose dont vont témoigner le roman, que je pense au Satyricon, la poésie satirique, je pense à Martial, les graffitis pompéiens, et puis aussi les récits historiques, puisque vous allez avoir plusieurs aristocrates et plusieurs impératrices, je dis impératrices aristocrates plutôt féminins, parce que ce sont souvent des femmes qui sont discréditées pour leur passion pour des gladiateurs, qui vont justement être mises
cloués au pilori pour leur passion un peu trop exacerbée pour les vedettes de leur temps. Alors, par exemple, Messaline, qu'on connaît bien. Et puis, il y a également la figure de Faustine la Jeune, qui aurait même, dit-on, ou du moins l'histoire Auguste le dit, trompé Marc Aurèle avec des gladiateurs. Et c'est l'un de ces gladiateurs qui serait le père de Commode. On retourne évidemment à la figure de Commode. Alors la série, je l'ai dit, reprend particulièrement bien cet aspect, puisqu'on voit, en dehors de la passion des foules, on voit aussi cette passion presque sexuelle de la plupart des matrones qui sont représentées dans la série, quel que soit leur statut social, qui vont succomber à la tentation et avoir ou tenter d'avoir des relations adultères avec des gladiateurs. La femme du lamiste, Batiatus, donc Lucretia, va même organiser des parties fines au cours desquelles elle va exhiber ses gladiateurs et organiser même des rencontres un peu plus intimes avec certaines femmes de la haute société. Les gladiateurs sont donc des sportifs professionnels et ils ont été adulés à Rome jusqu'à nos jours en ce sens-là. On pense notamment aux Spartakiades, les fameux Jeux olympiques soviétiques qui se sont déroulés à la fin des années 20, au début des années 30, qui témoignent de la prégnance de cette image spécifique du gladiateur dans l'imagerie populaire. Alors, le gladiateur, c'est un professionnel romain, un athlète professionnel romain, qui, contrairement à son homologue grec, va être plutôt une sorte de colosse aux muscles hypertrophiés, qui est une force brute, une force brutale et quasi animale, qui a plutôt les traits en fait des sportifs qu'on voit représentés dans la mosaïque des termes de Caracalla. Ce sont des personnages qui vont avoir le visage large, qui vont avoir les épaules très larges et qui finalement s'éloignent un petit peu de l'esthétique de la série, qui elle emprunte plutôt à celle des bodybuilders. Alors Fabien évidemment en reparlera très bien tout à l'heure. Ces gladiateurs, donc, ne sont pas entièrement nus, puisque le Romain, jusqu'au moins le IIe siècle, ne s'exerce pas à la palestre entièrement nu, contrairement à son homologue grec. Il va plutôt préférer porter un petit pagne. C'est ce que les gladiateurs de la série font de manière tout à fait véridique. Cette quasi-nudité, elle n'est pas anodine, puisque elle n'est pas qu'affaire de beauté. Dans le cas des gladiateurs, elle a des parallèles directs, notamment héroïques et divins. Je pense à la figure d'Hercule, dont j'ai parlé tantôt, qui va renvoyer à une forme d'invincibilité de la nudité. Alors, les Romains n'apprécient pas de voir des combats de gladiateurs où ces derniers sont entièrement désarmés et entièrement nus parce que cela ressemble de trop à des exécutions et il n'y a pas d'intérêt à cela. En revanche, ils aiment bien qu'il y ait une forme de nudité partielle sur le corps du gladiateur parce que ces derniers doivent montrer le caractère impénétrable de leur cuirasse naturelle et puis c'est une forme de courage aussi et d'honneur parce que montrer, mais même quand on est un soldat, un citoyen, montrer une partie de son corps, notamment sa poitrine, est une preuve de sincérité et d'accès immédiat à la force d'âme, qu'on peut supposer d'ailleurs habité par le dieu Mars. C'est un thème qu'on voit de manière récurrente dans certaines scènes de discours de généraux devant leurs soldats. Dans la série, la nudité des gladiateurs, elle fait aussi sens parce qu'on peut la mettre en lien avec la condition servile, la nudité des esclaves, et alors évidemment, on va en reparler, qui est à remettre en question en partie, et la représentation des corps barbares dans le monde romain. Parce que la nudité peut être dans la littérature comme dans les représentations figurées un signe de bestialité, d'altérité du monde barbare. Quand le soldat romain va contenir sa discipline par son armement, qui fait vraiment partie intrinsèquement du maintien de son corps, le guerrier barbare, lui, ne parvient pas à contrôler son corps. Il est emporté par sa fureur, donc son emportement, sa sauvagerie, sa colère juste ou démesurée. Il est aussi relativement courageux. Il est représenté comme un colosse qui est avide de liberté, un petit peu comme à la manière de la Germanie de Tacite ou de la vie d'Agricola de Tacite également. Alors, je m'arrête ici. Je suis désolée parce que je viens de lire et j'ai commencé en fait à dire des choses sur les topoi. Alors, en dehors de cette dimension-là, la plupart des acteurs de la série ne correspondent pas véritablement aux lieux communs qui existent sur les corps barbares dans le monde romain.
Déjà, on a du mal à juger des lieux communs sur les vêtements, puisque la plupart des acteurs, en fait, vont jouer en pagne et ne vont pas montrer leurs vêtements traditionnels. Donc, cet élément-là qui est important, qui est un attribut distinctif important à Rome pour représenter les cités du monde conquis ou en relation avec Rome, n'est pas très visible. On a une exception notable toutefois, qui est celle de Spartacus, qui est représenté dans sa tenue traditionnelle au début de la série, mais c'est une tenue traditionnelle qui n'a rien de très véridique, puisqu'en vérité, il est tout bonnement habillé selon le modèle un petit peu fantaisiste des soldats de 300, du film 300, dont Fabien reparlera un petit peu tout à l'heure d'ailleurs. Alors, plus encore, les Romains, eux, ont se figuraient les populations barbares selon des stéréotypes physiques, des représentations des corps particuliers qui étaient liés à la théorie des climats, qui voulait que les peuples du Nord, par exemple, soient marqués par l'éloignement du soleil, l'humidité ou la rigueur du climat, et qui faisait donc que certaines de ces populations-là étaient donc plutôt grandes, plus massives, avec la peau, les cheveux plus clairs. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour les Romains, les Thraces, en théorie, sont plutôt des personnages assez grands, assez massifs et généralement roux. Or, les deux acteurs qui ont été choisis pour incarner Spartacus ne relèvent pas véritablement de cette représentation à la fois grecque ou romaine de la nation Thrace. Alors, ils ont certes les yeux bleus, mais ils sont tous les deux bruns dans la série, ce qui est même un comble, puisque le second acteur qui a été embauché pour incarner Spartacus est naturellement roux, mais il a teint ses cheveux pour le rôle. De la même manière, on a des personnages qui sont censés représenter des jumeaux germains. Alors, vous notez le jeu de mots qui existe en français, mais qui existe aussi en latin sur le terme germanus. Ces personnages-là n'ont ni les yeux, ni la peau, ni les cheveux clairs. Et en fait, en vérité, le seul acteur qui a été embauché et qui a la peau très claire, les yeux très clairs et des bouclettes blondes est le seul Romain du lot, puisqu'il s'agit de Varro. Un autre élément notable dans la série tient, lui, à peu près bon, puisqu'il s'agit de la pilosité et des modes capillaires. Du moins pour l'époque républicaine, les cheveux portés plutôt longs et tressés en conséquence, et la barbe dense sont plutôt des signes distinctifs de barbarité. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans la série, de manière à peu près juste, les gladiateurs, en rentrant dans le Ludus, vont couper leurs cheveux comme signe d'intégration au modèle culturel romain. Ce qui est intéressant de noter, c'est que certains ne le font pas, comme Barca, dont je vais parler tout de suite, et certains mettent du temps à le faire, comme Crixus, qui va garder une coupe à peu près mi-longue, le temps justement de son récit initiatique, de son initiation au Ludus, de sa formation. Donc, on note quelques excentricités dans la série sur le plan capillaire. Je vous parlais de Barca tout à l'heure. Alors, Barca, c'est un gladiateur carthaginois dans la série, comme vous pouvez le deviner à son nom, qui porte de manière très étonnante des dreadlocks qui invoquent davantage l'imaginaire de l'africanité aujourd'hui que celui de l'identité carthaginoise à proprement parler. Vous avez un autre personnage, donc je vous parlais de Crixus, qui lui porte le carré long, et ce carré long, il peut être, du moins tout le long de la saison 2, qui est sa saison de formation, le prequel de la série. Ce jeune Crixus, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à ce moment-là, il porte aussi un pagne court, sali, et de manière assez étrange, une très grande poutre carrée d'entraînement qu'il porte sans cesse sur ses épaules. Évidemment, vous voyez tout de suite l'image, ce personnage a des allures un peu christiques, et on peut peut-être retrouver ici l'esthétique et les codes utilisés par Mel Gibson dans La Passion du Christ, qui est évidemment assez contemporaine de la sortie de Spartacus. Et ce n'est pas anodin, évidemment, si on pense au sort des insurgés le long de la Via Appia. Alors, petite anecdote, entre guillemets, Crixus, lui, n'a pas été crucifié puisqu'il est mort au combat. Autre personnage, autre mode capillaire un peu étonnante, c'est celle de Spartacus lui-même, qui va porter les cheveux rasés très très courts et qui lui donne des airs de G.I. Joe dans la série, qui s'inscrit dans la continuité des modèles virils américains et des blockbusters de son époque. Alors Gaël, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux autres corps, ceux qui sont plutôt efféminés, par exemple? Ils apparaissent quand même dans la série. Alors la série va représenter aussi donc des anti-modèles de virilité qui, eux, sont beaucoup plus nettement, beaucoup plus franchement associés aux anti-modèles de virilité du monde romain. Alors celui qui l'incarne à la perfection, cet anti-modèle, c'est Pietros, c'est le personnage de Pietros,
qui est l'un des rares esclaves masculins non combattants de la série, qui voit son personnage développé. Alors, c'est un jeune homme, il est peut-être même mineur, on ne sait pas véritablement. Il fait partie de la domesticité commune de la maison. Il est vraisemblablement né à la maison aussi. Et sa fonction principale dans la série, c'est celle d'être l'amant de Barca que je viens d'évoquer. C'est donc ce qu'on appelle dans le monde romain un delicatus. Un delicatus, c'est une jeune personne délicate et voluptueuse. C'est ainsi qu'on désignait les mignons ou les esclaves favoris, ceux que l'on achetait très cher, que l'on choyait pour leur beauté, pour leur raffinement et éventuellement pour les jouissances qu'ils pouvaient nous prodiguer. Ces delicati étaient considérés par leur maître comme des amants ou comme des enfants de nourriture, c'est-à-dire des adoptés mais de manière informelle, sans le côté institutionnel. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'acteur qui est choisi pour jouer Pietros correspond à la plupart des critères de beauté moraux associés aux delicati dans le monde romain. On ne connaît pas véritablement son origine, mais on sait qu'il est oriental. Cela est dit à plusieurs reprises. Alors, je précise tout de suite que son nom, Pietros, n'est pas très utile pour l'historien pour deviner son origine, puisqu'en vérité, les noms grecs étaient très à la mode pour les modes onomastiques serviles. Et donc, en vérité, un nom grec dans le monde romain, surtout à la période républicaine, va davantage nous donner une idée du bain culturel, des goûts du propriétaire, que de l'origine de l'esclave. Alors, en dehors de son origine orientale, il porte les cheveux mi-longs et bouclés, ce que l'on associe à Rome plutôt aux femmes et aux pueri dans leur ensemble, c'est-à-dire aux esclaves et aux enfants, et aux fameux hommes efféminés que dans le monde romain on appelle les moles. Il n'a certes pas la peau blanche comme du lait, ce qui était particulièrement apprécié, mais il a d'autres traits physiques qui étaient très associés dans le monde romain à l'Orient et aux femmes. Les traits fins, la petitesse, alors petitesse en apparence, on va en reparler, la sveltesse, il a aussi un intérêt tout particulier pour son physique, pour son apparence physique, et pour ses parures, il porte beaucoup de bijoux. Et puis, sur le plan sexuel, il est présenté comme uniquement passif. Donc, c'est un stéréotype qui était assumé par la production, puisque, au dire d'un site qui n'est peut-être pas une référence absolue, mais qui est un fandom que nous avons trouvé sur Internet, le site spartacusfandom.com, l'acteur, en fait, n'était pas du tout petit. Il mesurait 1,85 m et il aurait été rapetissé de manière un peu artificielle par des effets de caméra à l'écran pour correspondre à ce stéréotype. On a d'autres modèles d'esclaves non combattants qui sont représentés dans la série toujours comme des anti-modèles de virilité. Ce sont toujours des figures un peu dominées, souvent même des victimes. Et leur apparence physique, puisqu'ils ne parlent que très rarement et qu'ils se résument à leur physique, leur apparence physique va plutôt, dans la série, prendre des codes qui sont issus d'une forme d'érotisme sadomasochiste à la sauce péplum, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'ils vont s'attribuer certains attributs du monde servile romain et faire le tri. Et ce qu'ils s'attribuent, évidemment, sont les attributs qui vont participer de la péjoration publique et de l'humiliation du corps de l'esclave, ce qui va rappeler, en fait, la macule servile aux yeux de tous. Et ce n'étaient pas les seuls attributs des esclaves. Alors, ces attributs, grosso modo, ce sont la nudité quasi intégrale, la marque de l'esclave, et puis le fameux collier d'esclave, qui existait bel et bien dans le monde romain, mais qu'on ne connaît que par une quarantaine d'exemplaires aujourd'hui, et qui était surtout un instrument de coercition qui était destiné à prévenir les fuites, puisqu'on avait sur ce collier l'indication du nom du propriétaire, de la résidence de ce dernier, etc. Et puis, vous avez des personnages citoyens qui sont aussi représentés comme des anti-modèles de virilité sur le plan physique. Le premier étant le rival du Lannis Batiatus, donc un autre citoyen, un petit notable de la région qui est un lanniste également et qui possède une peau très blanche, des cheveux longs, ondulés et soyeux, d'innombrables bijoux, et qui est très, très fréquemment insulté par ses concitoyens dans la série pour cet intérêt qu'il porte à son apparence, à ses atours, au fait qu'il se parfume. Il est insulté aussi par des insultes qui sont relatives à sa supposée passivité sexuelle, ce qui est conforme aux représentations romaines de la virilité et de la sexualité. Et puis, évidemment, on ne lui fait pas confiance, il n'est pas digne de confiance parce qu'il porte trop d'intérêt à ses atours, à son apparence, ce qui est pour les hommes de pouvoir quelque chose qui est une très mauvaise chose pour les hommes de pouvoir dans le monde romain. Et certains empereurs, par exemple Macrin, s'est vu reprocher par ses soldats son trop grand soin apporté à sa barbe, par exemple.
Batiatus lui-même, donc le propriétaire du loup douce, fait aussi un peu modèle d'antivirilité sur le plan physique. Il ne correspond pas à tous les critères de beauté du monde romain ni du monde contemporain. Cela peut contribuer à moderniser un petit peu le personnage. Ça facilite d'une certaine manière l'identification avec le spectateur. Il n'est pas quasi divin dans sa représentation. Et c'est quelque chose qu'on voit particulièrement dans le prequel, donc dans cette petite saison 2. Il a des défauts, ça permet donc cette identification. Et une forme de sympathie jusqu'à ce qu'il tombe dans ses travers les plus terribles dans la saison 1, justement. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que tous ces modèles de virilité, cette représentation de la virilité romaine, elle passe surtout par un jeu de regard dont va vous parler Fabien maintenant, si je ne me trompe pas. C'est exactement ça, Gaël. C'est vrai que c'est très, très intéressant, cette idée, ce regard que l'on a, ce regard que l'on a à travers la caméra, ce regard sur une antiquité aussi, comme Fabien et vous commencez à nous le montrer, qui est une antiquité parfois fantasmée d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut en dire dessus sur ces corps-là, justement, Fabien? Alors, on l'a évoqué, le corps des gladiateurs, il est central dans la série. C'est sûrement un des aspects qui a dû séduire les financeurs de la série. Chaque séquence, ou presque, de chaque épisode donne lieu à un étalage de chair, qui est souvent masculine. Et donc, dès l'Antiquité, le corps des gladiateurs, c'est un corps désiré. Les femmes du peuple, comme de la bonne société, Gaël l'a déjà évoqué, sont réputées rechercher la promiscuité avec les combattants victorieux. Juvénal raconte ainsi que la jeune Épia quitta son sénateur de mari par amour des gladiateurs. Le simple fait que l'on ait retrouvé des bijoux féminins à Pompéi, près de la caserne des gladiateurs aussi, il faut savoir, a suffi à imaginer les histoires les plus salaces ou les plus romantiques dès le XVIIIe siècle, ainsi que le rappelle d'ailleurs une exposition qui est actuellement en place sur les gladiateurs au Musée archéologique national de Naples, où il y a une section consacrée à cet aspect-là de la culture de la gladiature. Et plus récemment, la publicité pour le parfum Invictus de Paco Rabanne a joué sur ces codes qui sont donc toujours bien d'actualité, puisqu'on y retrouve un athlète gladiateur qui traverse l'arène et donc sur son passage, on voit les déesses se pâmer, voire s'effondrer, avant qu'il n'aille retrouver un groupe de femmes dénudées qui l'attend avec impatience dans les vestiaires. Après avoir inspiré donc la littérature, l'histoire de l'art et les péplums de l'âge d'or d'Hollywood, cet aspect de la culture de la gladiature romaine garde donc toute son importance dans le scénario de la série Spartacus. Il s'agit même de l'un des ressorts les plus utilisés pour faire progresser les personnages et les intriguer. Alors tout d'abord, l'épouse de Batiatus, c'est la première à nous montrer ce goût pour les combattants de l'arène, puisqu'elle nourrit des sentiments pour Crixus, le héros de son Ludus, avec lequel elle trompe régulièrement son mari, qui est au courant et laisse faire, même si elle pense vraiment qu'elle fait ça en cachette. Il partage lui-même la couche de plusieurs esclaves féminines de sa maison et il est politiquement proche de Spartacus, auquel il confie ses rêves de grandeur et fait même ériger à un moment une statue au sexe proéminent dans sa demeure. Pour revenir au corps désiré des gladiateurs et à l'attraction qu'ils exercent sur les femmes dans la série, on voit aussi que la femme de Glaber prend goût au ludus en raison de la présence des gladiateurs, dont la brutalité, mais aussi le statut d'esclave, est pour elle une source d'excitation. Donc elle commence par vouloir toucher les gladiateurs, puis demande à les voir, avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes, d'autres esclaves, avec des femmes esclaves, et peu à peu, avec d'autres femmes de l'élite de Capoue et de femmes venues de Rome aussi, on a de plus en plus la volonté vraiment d'avoir directement un rapport sexuel avec le gladiateur qui devient donc vraiment, c'est plus juste un spectacle, on veut interagir avec ce gladiateur et donc c'est au cœur de l'une des intrigues principales. Donc, étant donné qu'on fait déjà beaucoup de spoilers avec Gaël, je ne dirai pas forcément tout. Le jeu de séduction que prétendent mener ces femmes est très ambigu, évidemment. Enfin, on pourrait même dire qu'il n'est pas ambigu, puisqu'il est ambigu que pour elles, on pourrait dire. D'une part, car les gladiateurs n'ont pas le choix, ils font l'objet d'une objectivation qui est totale, et d'autre part, car ces relations, c'est à la fois un honneur pour elles, puisque le gladiateur occupe une place prestigieuse, mais c'est aussi un déshonneur, car le gladiateur est souvent un esclave et que la femme commet un adultère. On a souvent affaire dans la série à des femmes qui sont déjà mariées ou qui sont déjà promises à un mari.
les gladiateurs, pardon, peuvent retirer quelque chose de cet intérêt des femmes, à commencer pour certains qui sont ravis d'avoir des relations sexuelles avec celles-ci, mais ils peuvent aussi en retirer une promotion de cet intérêt féminin, mais ils peuvent aussi être tués, notamment lorsque la femme de Glaber intrigue pour blesser ou tuer Spartacus, ce qu'elle essaye de faire plus ou moins directement, notamment en blessant aussi les compagnons d'armes du gladiateur. L'atmosphère sexuelle du ludus, elle est soulignée, Gaël l'a dit, par les soirées orgiaques qui vont s'y dérouler, mais aussi par des scènes qui sont plus intimes, puisque lors d'une soirée où un petit groupe de femmes boit du vin en observant les gladiateurs, Spartacus est volontairement blessé afin que son sang serve d'élixir de virilité au mari de l'une des participantes. Parce qu'il y a visiblement une rumeur selon laquelle faire boire le sang d'un gladiateur mort à un homme a des vertus, disons, utiles pour des jeunes femmes délaissées. Spartacus, donc, en vient à être blessé en raison de cette réputation. On peut aussi noter qu'un axe du scénario, est lié au problème que rencontre Domina, donc la propriétaire de Spartacus, pour avoir un enfant. Là aussi, on a un axe du scénario très important, puisque ni son mari ni son amant ne lui donnent d'héritier. Et cependant, après qu'une magicienne ait conclu que le problème venait d'elle, puisque 2 hommes n'avaient pas réussi à lui donner un enfant, c'est finalement bien le gladiateur Crixus qui va lui permettre de tomber enceinte, mais qui va être aussi celui qui va lui retirer cet enfant à la fin de la saison. Ce corps tant désiré des gladiateurs, ce n'est pas vraiment celui d'un athlète, mais c'est plutôt celui d'un Hercule massif. On est plutôt sur un modèle vraiment de grosses brutes épaisses. Et dans la série, les gladiateurs ont en effet l'apparence plutôt de bodybuilders que d'athlètes. La discipline du bodybuilding, elle est d'ailleurs intimement liée à l'Antiquité, comme l'explique notamment bien Nadège Wolf dans un article sur le carnet antique hip-hop, dont vous trouverez le lien dans la bibliographie du podcast, puisque le corps épilé et travaillé du culturiste a en commun avec celui des gladiateurs de Spartacus d'être fait pour être regardé. Le but, c'est pas d'être fort, c'est d'avoir un corps qu'on va pouvoir montrer, donc on va pouvoir montrer la force. Donc, culturiste, gladiateur, même combat, avec évidemment des implications plus ou moins funestes de part et d'autre. Tous ces personnages sont regardés par le public en folie de l'arène et par l'élite depuis une tribune qui lui est réservée, mais aussi depuis le balcon de la villa de Batiatus qui est plus intimiste. Donc on a souvent des scènes où on voit Batiatus et d'autres hommes, mais aussi les femmes dont j'ai parlé précédemment qui viennent au balcon et qui regardent en dessous les hommes en train de se battre. Et donc elles commentent ce qu'elles voient, mais parfois elles veulent aussi interagir. Et donc soit un gladiateur est convoqué, soit elles descendent avec souvent leur mari, avec des hommes, jusque dans le ludus. Le sous-dimensionnement des tenues dont sont affublés les combattants tout au long de la série vire parfois à l'obsession, puisque ils sont en fait largement vêtus de manière identique, une sorte de sous-vêtement en cuir marron, donc qui doit être vraiment très peu pratique pour se battre et qui surtout ne protège pas grand-chose face à des armes, quelles qu'elles soient. On voit ainsi plus souvent les gladiateurs totalement nus que vêtus d'autre chose que on pourrait qualifier ça de cache-sexe à tendance SM. Et la belle armure qui est offerte à Spartacus suite à sa première grande victoire ne fait d'ailleurs que de très rares apparitions. Donc, dans la série, le corps des gladiateurs, il est mis en valeur de plusieurs façons. Donc, de manière assez traditionnelle, on le représente dans l'effort afin d'en montrer la force et la vigueur. Donc, comme dans le film 300 et de nombreux péplums ou films centrés sur un héros masculin en général, on retrouve des codes largement inspirés de l'Antiquité même, mais passés par le filtre de l'esthétique fasciste italienne ou nazie. Donc, comme dans le milieu du bodybuilding, la plastique des combattants elle est par ailleurs mise en valeur par des tenues qui sont peu couvrantes, mais aussi par une apparence qui est luisante. Alors, il faut savoir que le fait de s'enduire d'huile, et dans la série souvent c'est aussi de la sueur, ça permet de faire ressortir les muscles. Les muscles vont capter la lumière, ça va accentuer leur volume, ça va les révéler en détail. Et évidemment, face à une caméra, c'est très utile. La poussière et le sang qui viennent se coller au corps qui est donc couvert d'huile ou de sueur va renforcer par ailleurs le côté un peu organique et va évoquer aux spectateurs des odeurs qui sont liées à l'effort, à la palestre et au sexe. Et on peut d'ailleurs noter
pense, un effort général de la série pour provoquer une forme de synesthésie olfactive, c'est-à-dire que malgré le fait que les seuls sens convoqués soient la vue et l'ouïe, on essaye de provoquer chez le spectateur des sensations liées aux odeurs, à la chaleur, au toucher, en jouant sur les contrastes, sur des codes qui évoquent des odeurs, etc. De manière plus originale pour l'époque de production de la série, donc les années 2010, la série est une des premières à ne pas reculer devant la nudité frontale, notamment masculine. Donc, peu avant la série Borgia, qui avait fait scandale, et bien avant Game of Thrones, qui en avait fait un ingrédient récurrent, on a de la nudité frontale vraiment très récurrente dans Spartacus, et vraiment, évidemment, ce sont souvent les gladiateurs. Il y a aussi des femmes esclaves, mais on voit aussi des hommes et des femmes libres, parfaitement nus, debout face à la caméra. Donc, si les producteurs, par contre, de Spartacus ont clairement fait un pied de nez à la pudibonderie américaine, ils ne sont pas allés jusqu'à représenter des sexes en érection, ce qui poserait énormément de problèmes pour diffuser sur un certain nombre d'écrans, notamment aux États-Unis, mais ils n'en ont même pas suggéré, ce qui offre une vision assez paradoxale de la virilité à l'écran, puisque, en fait, du coup, on assiste à des scènes assez étranges où les jeunes femmes de l'élite de Capoue et aussi certains hommes frémissent d'envie devant des sexes au repos, commentant néanmoins l'importance de leur taille. Alors, on voit notamment avec un esclave en particulier, auquel finalement ça ne va pas vraiment porter chance. Cela a aussi pour effet de souligner les rapports de domination, puisque les gladiateurs ne semblent pas excités par la situation, ils exécutent des ordres, et donc ils n'éprouvent pas vraiment de désir pour ces femmes qui leur ordonnent de leur faire l'amour. Ce qui pose d'ailleurs problème à Crixus à plusieurs reprises. Pardon. Donc, comme dans d'autres péplums, notamment le Spartacus de Kubrick, le scénario et la mise en scène vont insister sur le regard des dominants, puisque chez Kubrick, comme parfois dans la série, l'esclave, qui est ainsi mis à disposition, va répondre un peu aux femmes et aux hommes qui lui donnent des ordres, va répondre non pas en se révoltant, ça arrive à la fin, mais en regardant ses dominants dans les yeux. Donc, il y a vraiment une mise en scène avec cette nudité vraiment qui semble les rendre faibles, et leur seul moyen de résister à cet affaiblissement, c'est de résister en regardant les dominants dans les yeux, et ce qui les fait parfois un peu chavirer, un peu changer d'avis sur ce qu'ils veulent vraiment faire à ces hommes et ces femmes esclaves. Les femmes esclaves qui sont représentées nues, par ailleurs, font souvent l'objet d'un traitement qui souligne vraiment complètement leur absence de consentement et de plaisir, puisque même si on a des codes qui sont proches de ceux de la pornographie, ces hommes et ces femmes qui sont soumis au plaisir des dominants ne simulent pas, sauf Crixus qui, sans trop en faire, laisse croire à sa maîtresse qu'il partage ses sentiments. Mais sinon, on a des représentations de femmes esclaves qui donc sont violées, sont forcées d'avoir des relations sexuelles avec des hommes et des femmes propriétaires, disons, mais elles font clairement voir que ça ne leur plaît pas, elles ne sourient pas, elles ne simulent pas de plaisir, etc. Donc, c'est aussi intéressant de voir que dans la série, on a voulu marquer cette absence de consentement de cette façon. Donc, on a quand même une représentation très paradoxale puisqu'ils sont quand même sexualisés et on représente quand même ces actes de façon très crue. Les gladiateurs, pour passer à un autre sujet, ne sont pas seulement représentés nus sous le regard des dominants, c'est très intéressant puisqu'ils se promènent également dans le plus simple appareil entre eux, lorsqu'ils se lavent notamment et quand ils se reposent à la fin de la journée d'entraînement. Alors, on a de très nombreuses scènes qui se passent dans ce cadre et la caméra n'hésite pas à s'attarder de manière parfois peu subtile et assez artificielle sur les corps et les interactions des gladiateurs. On les voit qui se tapent dans le dos, qui se serrent dans les bras, qui se massent. Et moi, personnellement, ce sont des scènes qui m'ont fait penser à Olympia de Leni Riefenstahl. C'est un film de propagande nazie qui est tourné lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936 et dans lequel on voit notamment les athlètes allemands nus dans leur vestiaire ou même en extérieur, en pleine activité physique, sans qu'il y ait aucune activité sexuelle, sans aucun sous-entendu sexuel. Donc cette aisance à la nudité en public, elle vient une nouvelle fois renforcer l'atmosphère de virilité amicale que la série traite de façon relativement subtile, étant donné la présence d'au moins 2 esclaves homosexuels dans le ludus, dont la relation et les marques d'affection
ne provoque ni moquerie ni hésitation parmi les gladiateurs, même si le couple connaît un destin tragique. Donc, on a une représentation aussi de la sexualité entre hommes qui est très particulière pour l'époque et qui, je crois, n'a pas vraiment eu de suite dans les productions plus récentes. Enfin, un autre aspect frappant, les gladiateurs font l'objet d'un traitement visuel qui est original et qui est souvent réservé aux figures féminines sexualisées. Donc là, de nombreux plans vont montrer les gladiateurs en train de marcher de dos, et donc la caméra et le mouvement va souligner le mouvement de leurs fessiers dans des tenues en cuir assez rigides, qui vont vraiment marquer chaque mouvement. Et d'autres plans vont détailler leur anatomie en les couvrant de bas en haut. Et donc ça, c'est vraiment une manière de filmer qui est souvent réservée aux femmes, c'est-à-dire qu'on part de leurs pieds et on va jusqu'à leur tête en s'attardant sur évidemment toutes les parties de leur anatomie. Là, les gladiateurs sont aussi traités de cette façon. Et donc, conscients ou non d'être observés, ils sont presque toujours soumis à un regard et la caméra va souligner cela par des effets de plan, puisqu'il arrive même que le spectateur se retrouve en situation de voyeur, c'est-à-dire qu'au premier plan, il y a quelque chose qui semble nous cacher et on assiste à une scène un peu en cachette, souvent avec un autre personnage, mais vraiment, c'est une histoire de regard vraiment très construite dans la série. Et donc, c'est cela qui a fait que certains ont parlé dans Spartacus de female gaze, donc littéralement de regard féminin, c'est-à-dire que nous verrions les hommes à travers justement un regard qui ne serait pas un regard masculin, mais un regard féminin. Donc, on peut estimer en effet qu'une partie des codes utilisés pour mettre le corps des gladiateurs en scène est inversée. En faveur de cette approche, on peut avancer que c'est souvent à travers des figures féminines également que le spectateur est invité à regarder les combats, puisque Lucretia et son esclave Naevia, qui sont toutes deux amoureuses de Crixus, regardent chaque combat avec effroi, en ayant peur qu'il décède. Et donc, nous, on regarde le gladiateur évidemment avec leur regard. Lorsque Crixus va regarder le public, chacune de ces deux femmes, donc Lucretia et Naevia, va croire que c'est elle qu'il est en train de regarder. Et si jamais elles ne sont pas là, sa victoire va avoir moins de saveur, moins de sens. Donc, on peut vraiment affirmer que le regard que porte ces femmes sur les gladiateurs ont un impact aussi sur leur comportement, sur leur devenir, puisque ça va parfois jouer un rôle aussi dans le scénario. Le regard que porte la femme du légat Glaber aussi, et sur lequel la caméra s'attarde très fréquemment, a des conséquences néfastes, par contre, pour les gladiateurs qui retiennent son attention, et notamment pour son ennemi Spartacus. Donc, d'une part, le regard des femmes est lié au désir et au mépris, et il est aussi en capacité de déposséder les hommes et de les réduire à la condition d'objets, mais parfois, il peut aussi les rendre plus forts. On est aussi invité à être des voyeurs lors des scènes d'exposition des gladiateurs par les femmes de l'aristocratie de Capoue. En cela, donc, on pourrait estimer avoir effectivement affaire à un female gaze. Mais il faut bien avoir conscience que la série, elle a été créée par un homme et que toute la première saison a été réalisée par des hommes uniquement. En réalité, donc, si les gladiateurs sont soumis à un regard auquel nous ne sommes pas habitués, donc, puisqu'on les filme comme on filmerait des corps féminins, cela reste un regard d'homme. Spartacus et ses collègues sont filmés comme on filme généralement les femmes pour les sexualiser. On reste donc sur ce qu'on appelle un male gaze. Donc, c'est vraiment ces histoires de regard, c'est vraiment des choses qui ont été théorisées. Et on peut néanmoins aller plus loin et évoquer un regard gay, ou certains parlent d'un queer gaze, puisque les codes utilisés dans la série ont été repris et réintégrés par la communauté gay, donc bien avant Spartacus évidemment. Et par exemple, on peut évoquer le fait que les premières publications qui sont destinées à un public homosexuel aux États-Unis faisaient beaucoup appel au sport et à l'Antiquité. Donc, on retrouve un peu peut-être l'univers des gladiateurs. Et dès les années 40, certains magazines de culture physique publiaient assez régulièrement des nus masculins destinés à un public homosexuel afin de contourner la censure qui était notamment exercée par les services de distribution du courrier. Et on parle à ce sujet-là de beefcake. C'est un peu l'équivalent de la pin-up pour les femmes. Donc, le culturisme était déjà très codé à ce moment-là et la référence à l'Antiquité, notamment grecque et romaine, permettait de contourner encore d'autres aspects de la censure au prétexte de représenter des mythes, par exemple, mais elle permettait, et elle permet toujours d'ailleurs, puisqu'on le voit dans Spartacus, d'ajouter des codes visuels à l'intention du public gay. Donc, par ailleurs, la camaraderie des gladiateurs et des soldats romains, la promiscuité dans le ludus et les codes vestimentaires qui sont mis en place depuis longtemps
ont depuis longtemps constitué un réservoir de représentation dans les imaginaires homoérotiques. Et la série, c'est assez intéressant, a d'ailleurs donné lieu à de nombreux fan art et fanfiction, donc des visuels et des récits créés par des fans de la série autour de scénarios homoérotiques, tant autour des personnages homosexuels de la série que d'autres, notamment évidemment Spartacus et Crixus. Donc, du point de vue du scénario, on pourrait dire qu'on a affaire à un regard masculin, qui se ressent parfois bien dans le traitement des personnages féminins. Du point de vue du scénario, un regard parfois féminin. D'ailleurs, 2 femmes ont participé à l'équipe scénaristique, ce qui n'est peut-être pas anecdotique. Et du point de vue des codes de représentation, on a affaire à un regard vraiment masculin, voire dans certains cas, un regard qu'on pourrait qualifier de regard queer, de regard gay, donc en faisant appel à la terminologie donc, de ces gays, donc c'est terminologie américaine. Dans la série Spartacus, le sexe et sa jouissance sont donc avant tout une question de statut. Les hommes et les femmes libres et dominantes vont jouir de leur corps et de celui des autres. Les femmes, notamment, aiment le sexe et regarder le sexe. Et on s'adresse clairement dans la série à un public qui n'est pas uniquement masculin ni hétérosexuel, ce qui est peut-être un changement alors, donc dans les années 2010, vis-à-vis de ce type de production télévisée très violente, puisque on remarque aussi que c'est à travers des séries, donc à travers des supports qui sont considérés vraiment au début des années 2000 comme des supports de moindre valeur que le cinéma. C'est ici qu'on a ce genre de changement, puisque pareil, il y avait la série Xena qui avait déjà changé un peu les choses, mais on a une dichotomie qui se crée dans les années 2000-2010 où au cinéma, on va avoir des histoires vraiment de virilité assez traditionnelles, avec des héros vraiment masculins assez classiques, mais à la télévision, on va commencer à voir se développer des personnages et des approches un peu différentes. Et donc là, je pense que vraiment Spartacus s'inscrit bien dans cette évolution, puisqu'on reprend vraiment des codes du cinéma, des personnages de cinéma, mais le format télévisé libère d'une part par son format, parce qu'on a plusieurs épisodes pour développer, mais il libère aussi puisque finalement, on accorde une plus grande liberté, on fait plus de confiance pour développer des choses, pour essayer des choses dans une série qu'on ne le ferait pour une super production au cinéma où, en cas de problème, ça peut être vraiment un drame économique pour les producteurs. Vous évoquiez, Fabien, à l'instant, quelque chose de très intéressant que l'on voit dans cette série qui transparaît, c'est la question des statuts, et des statuts en particulier, bien sûr, différents personnages qui apparaissent, et en particulier les hommes, puisque c'est, vous l'avez dit, ne serait-ce qu'à travers le combat, mais pas que ça, on voit véritablement de vrais rapports de force naître entre les personnages masculins principalement. Donc, je voudrais voir maintenant avec vous, Gaël, cette question-là, véritablement les statuts, et peut-être commencer par celui qui est l'un des principaux dans l'Antiquité, c'est-à-dire les différences entre les libres et les non-libres tels qu'on peut les apercevoir dans la série Spartacus. Alors oui, en fait, toute l'intrigue de la série est articulée autour de la thématique du rapport de force entre les différents protagonistes masculins. C'est un rapport de force qui se place à la fois sur le plan physique, juridique et social. Chaque personnage va tenter ou arriver à dominer un autre personnage masculin sur un plan, mais va systématiquement se retrouver dominé sur un autre plan. Et ça nous amène donc à une définition assez plurielle de la virilité qui va se construire au fur et à mesure des épisodes sur des véritables exemples de vertus et de vices masculins. Alors, cette question donc, des statuts et de cette virilité à travers le statut, vous l'avez très bien dit, elle se passe d'abord par la question de la liberté, du statut de libre ou de non libre, qui a une place très logiquement très importante dans la série Spartacus. Mais finalement, pas aussi importante qu'on pourrait l'attendre, parce qu'on est ici sur une révolte servile. Mais elle prend de l'importance au fur et à mesure que se développe le scénario et que justement la révolte arrive à la fin de l'épisode terminal. Alors, Spartacus, donc lui, c'est un personnage qui n'accepte jamais son asservissement, qui n'accepte jamais la réalité de son asservissement, de sa capture. Il va tenter à de nombreuses reprises d'énoncer son statut social. Dans la série, il passe son temps à essayer de dire son nom de naissance.
On en reparlera peut-être un tout petit peu de la question du nom de Spartacus, mais en tout cas, dans la série, le parti pris est celui de dire que Spartacus est son nom d'esclave. Il essaie aussi de rappeler son statut social passé, sa vie passée, sa femme, son origine thrace, sa volonté de vengeance vis-à-vis du légat Glaber, du futur prêteur. Et à chaque fois qu'il essaie d'énoncer cela, on lui rétorque qu'il doit oublier tous ces éléments, que tout cela n'a plus d'importance et que sa vie a recommencé dans le loup douce. Alors Spartacus, c'est bien un personnage qui n'abandonne jamais son identité passée. La plupart, véritablement, son ambition de révolte prend place justement à la suite de son passé, de sa volonté de vengeance qui ne réussit pas. Et la première saison est véritablement axée sur sa volonté de sortir du loup douce pour récupérer sa femme, pour se venger, etc. Donc il est tourné vers le passé. Et c'est ce qui le distingue des autres esclaves dans la série. Et c'est ce qu'il en fait. Il en fait justement une force, puisque c'est ce qui l'amène à convertir les autres esclaves. En fait, il met en lumière des contradictions, des ruptures dans ce qu'on pourrait appeler le contrat social de l'asservissement, en mettant en valeur des mensonges, des trahisons, donc des éléments passés de la mémoire que lui conserve, mais que les autres esclaves semblent oublier pour conserver cette espèce d'acceptation tacite du modèle servile. Alors, je précise évidemment que je parle ici de la série et de sa représentation, de la représentation de la révolte. Spartacus, on peut le dire, donc, est presque armé de sa mémoire et de son identité d'homme libre qu'il n'abandonne jamais pour soulever ses frères contre un système qu'il juge injuste et qu'un système qui est accepté, intégré sur le plan juridique, social et culturel. En cela, donc, la représentation de la révolte, elle est très contemporaine dans la série. Alors, on verra plus tard la réalité de la dimension libertaire de la révolte. Alors, pourquoi est-ce que je parle de liberté? Parce que c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance dans la définition de la virilité dans le monde romain. La liberté a une place centrale dans la définition du vir, donc c'est-à-dire de l'homme romain, ce qui a donné le mot vertu dans le français, mais aussi du civis, donc du citoyen. En fait, cette liberté, elle permet de garantir les limites de l'exercice légal du pouvoir politique et social d'autrui sur soi, notamment des magistrats. Elle apporte un élément de différenciation très important avec les autres qui sont les hommes non libres de la société, mais aussi toutes les populations qui ont perdu leur liberté politique vis-à-vis de Rome. Donc, elle a une dimension très importante et notamment dans ce contexte de la révolte de Spartacus qui prend place dans les guerres civiles et qui a donné lieu à beaucoup d'écrits à l'époque sur la possible disparition de la liberté ou sa mutation chez les citoyens. Autre question, Gaël Perrault, dans ces problèmes, on va dire, qui sont montrés à l'écran de différence de statut, on en vient d'évoquer ensemble entre les différences, entre la différenciation aussi d'ailleurs entre libre et non libre. On a aussi l'idée de notre différence de statut majeure à l'époque romaine, celle entre les habitants de l'Empire, les Romains, même s'ils ne sont pas tous citoyens, et puis les barbares. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus dans Spartacus, Gaël ? Alors, la question de la relation entre barbares et romains, elle est très intéressante dans la série parce que c'est un parti pris des scénaristes de paraître cosmopolite, antiraciste. On a vraiment une palette variée d'identités régionales dans le loup douce de Batiatus à travers les esclaves. Alors, on notera très rapidement que, contrairement à la série Die Barbaren, donc les barbares, les producteurs font assez peu de cas de la question de la langue. Ils vont juste jouer sur les accents écossais, anglais pour insinuer, évoquer des origines ethniques. Mais on va parfois avoir des tentatives de correspondre à des lieux communs sur les corps barbares du monde romain. Alors, ces tentatives, elles tombent souvent à l'eau. En effet, le premier barbare qu'on rencontre dans la série, c'est Spartacus, qui, après sa désertion, donc durant les guerres mithridatiques, serait devenu un brigand, après notamment Florus. Et c'est quelque chose qu'on voit assez peu dans la série, puisque la littérature semble parfois correspondre assez bien à la représentation que se font les Romains des Thraces, qui n'ont pas une très bonne réputation et qui sont souvent vus comme des populations prédisposées au brigandage. Eh bien, la série ne nous montre pas ce premier lieu commun un peu raciste sur les Thraces. Sur le reste de la communauté des esclaves du loup douce,
je vous l'ai dit, on a une volonté des scénaristes de correspondre à quelque chose, à une société cosmopolite, antiraciste, inclusive. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être, des esclaves qui sont parfois présentés comme des Gaulois ou comme des Celtes dans les sources littéraires vont changer complètement d'origine dans la série, puisque au quotidien des traces, des Gaulois quand ils sont mentionnés dans les sources littéraires et qui sont très logiquement ici puisqu'apportés par les guerres, hein, comme on a pu le dire précédemment, eh bien dans la série on voit des populations un peu plus étonnantes. Alors on voit des Carthaginoises, qui n'est pas forcément très exotique pour la période, mais plus étonnant, on a des Numides, et notamment un personnage très particulier qui est le personnage d'Eunomaüs dont va peut-être nous parler Fabien. Effectivement, Eunomaüs, il est très intéressant puisque l'écriture de son personnage, elle suit un stéréotype de représentation des personnes racisées et notamment des hommes noirs, puisque en plus d'incarner la figure du vétéran, il a eu une longue carrière de gladiateur et il a survécu à un ultime combat qui est devenu légendaire. Et il reprend des stéréotypes qui sont associés à la représentation de la virilité exacerbée et puissante des hommes noirs qui est véhiculée dans les sociétés coloniales, médiévales, modernes et contemporaines. Et on a un personnage de plus qui renvoie à un modèle qui est alors récent, c'est le chasseur numide Juba, qui devient esclave auprès de Maximus dans le film Gladiator en 2000. Donc ces deux personnages font partie des rares acteurs non blancs qui jouent un rôle positif dans les productions péplumesques d'alors. Depuis, il y en a eu quelques autres, mais ils restent rares. Donc, il est très intéressant de noter que le cosmopolitisme du Ludus se retrouve dans les gradins de l'amphithéâtre de Capoue, puisque les hommes et les femmes en liesse qui assistent au spectacle de gladiateurs semblent représenter tout le bassin méditerranéen, alors qu'en 2010, ces problématiques avaient encore peu touché les productions hollywoodiennes et ne suscitaient pas les débats actuels parmi les spécialistes de l'Antiquité. On voit que la série Spartacus portait une attention assez forte à la diversité de ses acteurs. Alors, il faut rappeler que la série, en plus, est tournée en Australie avec beaucoup d'acteurs locaux. Deux milieux seulement sont non mixtes, c'est la tribu d'origine de Spartacus, en Thrace, où ce sont les codes vestimentaires qui servent à distinguer des groupes, et l'élite romaine qui vraiment est aussi assez uniforme. Il nous a semblé avec Gaël que ce cosmopolitisme du peuple et des esclaves qui est mis en scène dans la série avait peut-être pour objectif de faire coller la société représentée à une vision et un imaginaire très contemporain des sociétés coloniales ou esclavagistes. Pour terminer sur cette thématique, on remarque que contrairement aux Perses de 300 et dans une moindre mesure aux Germains au début de Gladiator, les peuples qui sont dits barbares dans Spartacus ne sont pas déshumanisés, au contraire. Si cela paraît logique pour les Thraces, étant donné l'origine du héros Spartacus, c'est plus notable en ce qui concerne les régions d'origine des autres personnages non romains. On remarque néanmoins que les deux grands gladiateurs qui affrontent Spartacus au cours de la première saison, dans des combats à mort, portent des noms grecs, Théocolès et Périclès, ce qui les distingue clairement des autres, et qu'ils ont une apparence bien différente des autres gladiateurs, notamment Théocolès, qui ne ferait pas du tout tâche parmi les zombies de Game of Thrones, et le second, donc Périclès, a la peau très sombre, il est coiffé de dread et se distingue vraiment des autres gladiateurs noirs par sa tenue et par de nombreux tatouages et scarifications. Donc, on a une construction de l'altérité parmi les barbares, mais quand même un personnage du barbare qui est bien plus humain que dans de très nombreuses productions. Alors, je préciserai juste pour une toute petite remarque juste à la fin de ton intervention et pour aller dans ton sens, bien évidemment, que en fait, le personnage de Nomaüs, il est représenté comme numide dans la série, mais il est dans les sources dit comme un Celte ou un Galate ou un Gaulois, donc un personnage plutôt occidental. Donc c'est vraiment pour rebondir sur ce que tu viens de dire, qui était tout à fait pertinent, c'est qu'il y a une volonté des scénaristes de coller à des stéréotypes racisés qui sont de notre période. Alors, j'aimerais, Gaël, maintenant qu'on voit peut-être cette virilité, on essaie d'en donner une définition telle que la série veut nous la faire transparaître véritablement, en se posant véritablement l'idée, la question, est-ce qu'il n'y a pas une définition avant tout sociale de la virilité? Comment est-ce qu'on peut analyser tout ça, Gaël, à travers la série Spartacus?
Alors, je dirais que c'est une définition qui est avant tout sociale parce qu'elle est faite d'abord d'opposition, de choc, de lutte qui vont faire avancer l'intrigue de la série. Et elle est aussi basée sur un concept qui est central dans toute la série, qui est le concept de fraternité et qui a plus de place dans la série, à mon sens, que celui de liberté, qui pourtant faisait plus sens. Alors, la question des luttes, elle est très intéressante parce qu'elle fait écho au concept de potestas, la puissance d'action dans le monde romain, qui est très important dans la définition de l'homme romain, du fameux wir dont je parlais tout à l'heure. Cette puissance d'action, c'est ce qui garantissait, c'est une forme d'indépendance, d'autonomie pleine et entière qui pouvait se manifester sur les plans juridiques, moral, économique, social et politique. Alors, ce qui est très palpable dans la série, c'est cette tension sociable qu'on va voir, puisque l'intégralité des protagonistes masculins, mais aussi féminins, mais j'en parlerai peut-être dans un prochain podcast, l'intégralité des protagonistes masculins va détester l'autorité, la potestas que d'autres protagonistes masculins vont tenter de leur imposer. Et ce qui est notable, c'est que, alors qu'on est vraiment dans quelque chose qui est parfaitement conforme à l'ordre normal de la société romaine, eh bien, les personnages de la série vont être particulièrement attaqués, se sentir attaqués, être frustrés par l'exercice de cette autorité. Alors, je vais prendre quelques exemples et aller assez vite. Le personnage de Batiatus est l'un des personnages les plus en colère et les plus en tension sociale, justement, de la série, puisqu'il refuse de manière catégorique la première des potestates, c'est-à-dire de la patria potestas, le pouvoir, en fait, que son propre père exerce sur lui de son vivant, qui était une thématique déjà chère dans le monde romain. Et ça va le mener jusqu'au tabou ultime, de manière indirecte, puisqu'il va tuer son père, il va procéder à un parricide. Alors évidemment, c'est très choquant parce que le père de Batiatus est une forme de Caton l'Ancien, c'est un stéréotype de la tradition des ancêtres, du mos maiorum, et donc le voir ainsi assassiné, notamment par un fils impie, est quelque chose qui choque et qui rappelle des épisodes fameux de l'histoire romaine. Je pense par exemple, de manière inversée, au consul Brutus, qui va faire exécuter ses deux fils en 509. Alors Batiatus va vivre aussi très très mal la puissance des aristocrates, des magistrats, sur lui-même. Il déteste les sénateurs qui viennent chez lui, les différents magistrats à la fois romains et municipaux qui le rencontrent sont pour lui des ennemis. Le légat Glaber, dont on parlait tout à l'heure, lui ne supporte pas l'exercice de la puissance qui est exercée par le père de sa femme, cette fois-ci, qui a pourtant qui l'a aidé à parvenir à sa légation de légion, donc à sa carrière. Et donc, c'est quelque chose qu'il vit particulièrement mal. Il s'oppose également au personnage de Spartacus, qui, lui, est en opposition avec Glaber, mais qui supporte aussi très mal la domination juridique qui va peser sur lui et qu'il va rejeter de manière systématique jusqu'au crime, jusqu'à l'assassinat de son maître. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que cette domination, elle est insupportable pour les personnages masculins parce qu'elle est en contradiction avec leur propre conception de la virilité. En fait, Batiatus lui-même va vivre très très mal le fait d'être forcé, par exemple, par le fils mineur d'un sénateur à sacrifier l'un de ses esclaves. Donc, il vit très mal de voir des hommes qui, sur le plan social, le dominent, le forcer à faire des choses qui, alors même qu'ils sont mineurs ou qui, dans sa conception même de la virilité, ne correspondent pas à un modèle. Spartacus, lui, tel qu'il est représenté dans la série, qu'on peut le voir chez certains auteurs antiques et même dans certaines productions cinématographiques, c'est plutôt lui un modèle de vertu virile. C'est l'homme romain vertueux par excellence, il a toutes les qualités qu'il faut, de son rigorisme moral à son corps entretenu et à ses valeurs de fraternité. Et il vit très mal d'être dominé par un maître qui, lui, incarne plutôt dans la série une forme d'anti-modèle moral de virilité, puisqu'on a parlé de son physique, mais il est aussi un personnage cruel. Il a beaucoup de mépris pour l'ordre et la hiérarchie, il aime la dissidence, il est lâche, donc il est un homme à la fois corrompu et licencieux. Et donc, c'est cette tension-là qui va mener à l'inéluctable, à la révolte. Je le disais également, il y a une autre composante très intéressante dans cette définition sociale de la virilité, c'est la question de la fraternité. Et c'est ce qui nous a marqué le plus dans la figure de Spartacus. La série va vraiment accorder une place très importante au concept de fraternité. C'est d'abord une fraternité un peu excluante, puisque à la manière d'un boys club, les nouveaux gladiateurs qui intègrent le Ludus vont passer une série d'épreuves, d'intégration, de brimades, d'humiliation. Ils doivent faire leurs preuves dans l'arène avant d'intégrer les valeurs de la fraternité. Et le mot fraternité, brotherhood, est prononcé à de très nombreuses reprises dans la série, bien plus que le mot liberté d'ailleurs.
Tout cela s'accompagne avec un système de valeurs qui est très fort et qui montre que la solidarité entre les différents gladiateurs est plus forte que la loyauté que l'on doit à ses proches, à sa famille et même au maître. Et donc, c'est ce qui va justement mener à la révolte. Ce sont des choses qui sont répétées par les gladiateurs à de nombreux moments dans la série. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que les valeurs des gladiateurs, donc, notamment autour du concept de fraternité, qui sont présentées dans la série, sont plutôt des valeurs qu'on va associer plus volontiers dans l'Antiquité et dans notre imaginaire contemporain à celui de l'armée romaine, puisque les gladiateurs sont de véritables petits soldats, ils sont disciplinés, ils respectent la hiérarchie, donc celle de leur docteur, hein, pas celle forcément du maître. Ils sont humbles, ils méprisent l'intérêt personnel, il faut suivre les ordres avant tout. Ils sont loyaux envers le ludus, et on a même un sol sacré du ludus, presque à la manière de la chapelle des enseignes dans les camps romains. Ils ont le courage, la force physique, la solidarité, etc., etc. On va même parler très souvent du serment des gladiateurs, qui se rapproche bien plus du fameux sacramentum, hein, du serment prononcé par les soldats, par exemple au moment de leur enrôlement dans l'armée, mais pas uniquement. Et c'est intéressant parce que ici, c'est une forme de déplacement, hein, d'un serment vers un autre. Et on change le sens du serment premier des gladiateurs envers leur maître vers un serment envers la communauté des esclaves et les frères. Les liens qui pouvaient exister entre les soldats et les gladiateurs, les anciens, en fait, ne les ressentent pas véritablement, puisqu'en réalité, s'ils font quelques comparaisons, notamment pour insulter les soldats de quelques reprises, les anciens vont plutôt différencier dans leur mentalité les gladiateurs des soldats. Ce lien qui est fait entre la gladiature et la légion romaine, c'est quelque chose qui est plutôt vivant dans notre imaginaire contemporain. De manière générale, en fait, toute cette idée de fraternité qu'on voit représentée dans la série n'est pas très représentative de ce que pouvait être la gladiature, parce qu'il y avait une véritable solidarité professionnelle, un respect mutuel. Les gladiateurs ne voulaient pas s'entretuer les uns les autres. Mais on ne peut pas parler de cette fraternité, cette solidarité absolue et presque essentielle qu'on voit représentée dans la série. Alors, je pense que ce lien très contemporain qu'on fait entre l'armée et la gladiature, il est lié à deux prismes de représentation. Déjà parce que l'armée, c'est un référent incontournable dans la culture populaire de représentation du combattant, et du combattant avec honneur. De celui qu'on voit se figurer, qui ne va jamais combattre pour rien ou pour l'argent, mais qui va toujours être un modèle de vertu, d'efficacité également, mais qui va toujours se battre pour un projet, pour des valeurs et notamment des valeurs collectives. Mais au-delà de ça, je pense que le poids de la solidarité masculine dans la série fait aussi écho à l'utilisation massive des idéologies, par les idéologies contemporaines, et depuis le Moyen-Âge et l'époque moderne d'ailleurs, mais surtout les idéologies contemporaines, de la figure de Spartacus comme un héros confraternel et révolutionnaire. C'est ce qui a donné au fameux spartakisme, hein, dans l'entre-deux-guerres, dont je n'ai malheureusement pas le temps de développer tous les aspects. Mais il faut bien garder à l'esprit ce dont Fabien parlait un petit peu tout à l'heure, que l'homme fasciste, l'homme nazi, donc l'homme nouveau, qui a tant imprégné les productions cinématographiques et les imaginaires contemporains, cet homme est avant tout un soldat. Ce n'est pas un combattant solitaire, ce n'est pas un mercenaire. Il a des valeurs qui sont avant tout collectives. Et tout se vit dans son combat à travers le prisme de la fraternité. C'est une rhétorique qu'on trouve derrière, d'ailleurs, le succès de certains films, hein, comme 300, mais aussi derrière, malheureusement, la réutilisation de l'Antiquité dans les discours d'extrême droite et virilistes contemporains. Alors Spartacus, c'est aussi une figure ouvrière, on le sait bien, qui a considérablement marqué nos esprits dans nos représentations populaires. C'est un combattant qui n'est pas militarisé, c'est un défenseur de la masse productive et pauvre, c'est un libertaire aux muscles bandés, si je puis dire, et puis c'est un ascète discipliné, courageux, c'est un travailleur qui va sculpter son corps par les efforts, mais aussi par ses outils, ses armes en l'occurrence. Ce qui est intéressant de noter, c'est que Spartacus se bat d'ailleurs à un moment avec 2 épées. Alors peut-être que la comparaison avec le marteau et la faucille est un petit peu capillotractée, mais je me la permets. Et puis voilà, ce sont des divers remplois qui, je pense, ont fait associer à Spartacus cette image très forte de la fraternité. Alors je terminerai simplement par dire que dans l'Antiquité, malgré ces différents remplois plus tardifs,
Alors je passe, mais évidemment, tout ça est lié aussi à la question libertaire et des mouvements de décolonisation, jusqu'à l'imagerie des syndicats, hein, avec le Parti communiste français et la CGT qui réemploient cette fameuse sémiologie de la main levée. Je n'ai malheureusement pas le temps de le développer, mais tous ces réemplois dans les idéologies contemporaines de la figure fraternelle de Spartacus, elle est en vérité assez peu liée à ce que nous savons aujourd'hui des grandes révoltes et des grandes guerres serviles de la fin de la République romaine. En fait, on a longtemps supposé que l'entreprise de Spartacus était portée par une idéologie égalitaire, justicière, solidaire. Et on s'est appuyé notamment sur des passages qui montraient le partage du butin. En vérité, ce qui apparaît dans les sources, qui sont évidemment du point de vue romain, c'est qu'il n'est jamais question de remettre en cause l'intégrité du système esclavagiste. L'esclavagisme est paradigmatique dans toutes les sociétés anciennes, dans le monde romain, mais aussi chez les Thraces, hein, donc chez notre cher Spartacus. Et donc, il est même possible que les mutins qu'on voit représentés dans la série, en vérité, aient surtout voulu s'extirper d'une condition personnelle individuelle ou améliorer les modalités de leur existence, voire rejoindre leur mère patrie une dernière fois. Alors, du coup, pour faire un peu une forme de conclusion, on voit que la série, elle adopte un point de vue qui est très moderne, qui est largement anachronique sur les questions d'esclavage et les questions de genre, mais qui reprend donc de nombreux éléments de la vérité, telle que la société romaine la concevait, et qui a bien sûr une grande influence sur cette notion aujourd'hui encore. Ces rapports, ils se construisent au fil des saisons. Donc, dans la première, on voit bien que la motivation de Spartacus n'est pas philosophique ou humaniste. Il agit avant tout pour ses intérêts, puis il comprend l'intérêt du groupe pour sa vengeance personnelle avant d'élargir peu à peu ses horizons, qu'on pourrait qualifier de révolutionnaires. On le voit aussi prendre progressivement conscience que c'est tout un système qui a mené à son asservissement et à la mort de sa femme, qui reste vraiment centrale dans la construction du personnage. Et il veut d'abord tuer le légat prêteur, Glaber, puis son maître, avant de vouloir s'en prendre à Rome même, et donc de mari vengeur, il devient une sorte de passionnara politique. Et quand il va commencer à libérer d'autres esclaves dans la saison 2, les esclaves, quand ils entendent le nom de Spartacus, frémissent évidemment, puisque sa réputation a déjà dépassé les murs de Capoue. Malgré donc de nombreux pas de côté, le schéma général de la série est très traditionnel et il est aussi assez conservateur. Il s'agit généralement d'une célébration et d'une assertion vraiment des modèles genrés et du couple hétérosexuel traditionnel jusque dans ses excès. On assiste aussi globalement à une célébration de la violence et de la domination masculine. Et si certaines hiérarchies sont remises en question, ce n'est pas le cas de toutes, notamment en matière de genre, puisque les femmes trop ambitieuses, qui sont clairement des personnages importants de la série, auxquels le spectateur est invité aussi à s'identifier, donc ces femmes trop ambitieuses ou trop libérées sont régulièrement et violemment ramenées à leurs conditions, aussi bien par les hommes libres ou non libres que par les autres femmes. Et les femmes esclaves se trouvent donc vraiment dans la situation la plus précaire et la plus dangereuse de ce système, malgré la pseudo-galanterie de Spartacus et de ses compères. Et malgré la révolte qui va clore la première saison, les gladiateurs continuent dans les saisons suivantes d'être soumis au regard des dominants, puisque de nombreux combats dans l'arène continuent d'être mis en scène tout au fil de la série. Voilà, jusque vraiment la conclusion. Mais donc, on parlera peut-être des autres saisons de Spartacus dans un prochain épisode. Effectivement, l'invitation est prise, c'est bien noté, Fabien, parce que je crois qu'il y a encore des choses à dire et c'est vrai que là, on arrive au terme d'une émission très très riche avec beaucoup de choses vues dedans mais en même temps, il le fallait parce que on connaît bien vos regards à tous les deux sur à la fois l'Antiquité et puis les représentations dans notre société contemporaine et ça, c'est très très intéressant cette façon-là et c'est en plein dans ce qu'on veut faire aussi dans Histoire en série et ce que vous faites déjà dans Antiquipop d'ailleurs, qui fonctionne très très bien. Vous avez donné, pour aller plus loin tous les deux, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission donc du podcast Histoire en série, sur le site histoireensérie.com. Et puis, pour celles et ceux qui voudraient prolonger la discussion, on peut se retrouver soit sur le Twitter, donc @histoire-série, ou alors sur le groupe Facebook aussi Histoire en série, sur lequel vous pouvez venir poser des questions.
Merci à tous les deux pour cette émission très très riche. Et puis, effectivement, pourquoi pas continuer la discussion sur les saisons suivantes dans une prochaine émission. À bientôt. À bientôt. Au revoir, merci. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a strange animals.